Bonjour à tous et merci le plus important de m'avoir invité à clore cette session. J'ai l'impression, cela dit, que je vais faire une sorte de grand écart et donc vous m'en excuserez parce qu'en tant qu'ambassadrice environnement, je suis essentiellement chargée de la négociation pour la France et au nom de la France des grandes conventions internationales qui concerne l'environnement, donc aussi bien climat que biodiversité. Mathias, tu voulais peut-être dire quelque chose? Non, non, pas du tout. Je t'écoute religieusement. Et je trouve que c'est la beauté le plus important de pouvoir réunir des gens qui sont très, très différents, qui vont apporter des points de vue très différents. Donc, bravo à l'association. Et j'espère, cela dit, que je ne vais pas vous emmener trop loin de la base de ce colloque qui est quand même essentiellement centré sur la transition inclusive, sujet dont on ne parle pas, au fond, dans les négociations internationales. C'est au fond comment on dit, oui, l'angle mort ou l'éléphant invisible au milieu de la pièce, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là partout, mais on n'en parle pas. Et donc, je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. Au fond, le sujet de l'emploi, c'est évidemment le sujet de l'évolution économique nécessaire lorsqu'on prend en compte les sujets d'environnement. Et pour les prendre en compte, il faut bien qu'il y ait un cadre national, voire européen parce qu'on est en Europe ici, et international parce que, évidemment, tous les pays s'engagent en même temps à faire des choses qui ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais en tout cas vont tous dans la même direction. Et donc, en réalité, il y a une sorte d'aller-retour en termes d'échelle. Et les États, lorsqu'ils vont négocier à la table de négociation avec un mandat, en disant voilà le genre de choses qu'on aimerait avoir à la sortie de la négociation, ils prennent évidemment en compte leur situation nationale, la situation économique nationale, leur grand secteur d'activité et l'impact qu'un accord plus ambitieux, par exemple, sur l'un ou l'autre des sujets de l'environnement, pourrait avoir sur leur propre économie. C'est pour ça que ça n'est pas si facile. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas à avoir des accords facilement en matière de climat et qu'il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois avant d'avoir l'accord de Paris. Et encore, accord de Paris dont la finalisation s'est faite à Glasgow il y a quelques semaines. Donc, c'est bien parce que, au fond, chacun des chefs d'État et des négociateurs, enfin, surtout les chefs d'État, au moment de donner le mandat aux négociateurs, se disent mais si j'accepte que dans le texte, il soit marqué que, par exemple, l'ensemble des subventions négatives en matière d'environnement soit retiré d'ici 2 ans ou la semaine prochaine, forcément, ça détruit entièrement un certain nombre de pans de secteurs. Donc, avant de faire ça, un certain nombre d'États vont commencer par dire est-ce que c'est faisable, comment je le fais et qu'est-ce que ça va vouloir dire. Voilà. Donc, c'était un peu c'est ça le cadre en fait dans lequel on est. Donc, et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait d'aller quelque part, ensuite on se dit donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de mise en œuvre de politiques publiques, quels sont les secteurs qui vont être touchés, etc. Alors, je crois que ce qui est intéressant en matière de transition écologique, peut-être deux points importants. Il y a à la fois le sujet du climat, qui est quand même celui qui est le plus répandu, je dirais, dans les discussions globales, et le sujet de la biodiversité, qui est aussi répandu, mais qui est peut-être un petit peu moins palpable, et pour de bonnes raisons, parce qu'il est beaucoup plus compliqué. En matière de climat, alors là aussi, pourquoi est-ce qu'on arrive à un accord climat qui ensuite va être décliné? C'est en général parce qu'il y a un constat scientifique. Donc, on commence par avoir un constat scientifique, c'est le GIEC qui se met d'accord, c'est l'ensemble des accords des scientifiques du monde entier, et qui disent, en gros, voilà quelle est la trajectoire et voilà ce qu'il faudrait qu'on puisse arriver à faire. Et le GIEC nous dit depuis assez longtemps maintenant, ça fait pratiquement 15 ans, qu'entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement
on sait à peu près gérer, et encore, il y aura des impacts, mais au-delà, la machine s'emballe, la machine climatique s'emballe, et donc on n'est pas sûr de pouvoir, d'une certaine façon, avoir des impacts qui sont maîtrisables, et qu'en tout cas, les coûts seront très élevés. Donc c'est fort de cette vérité scientifique, vérité qui a mis du temps à être acceptée. Il y a eu très longtemps des climato-sceptiques qui se sont battus dans tous les sens pour ne pas la faire accepter, qu'ensuite on essaye de se mettre d'accord sur un régime international qui va tendre vers ce 2 degrés ou 1 degré. En matière de biodiversité, on n'a pas l'équivalent. On ne réduit pas la biodiversité à un nombre d'insectes ou un nombre même d'animaux ou un nombre d'espèces différentes. Ça n'est pas juste ça, c'est beaucoup local. La biodiversité, ça parle de l'eau, ça parle des espèces animales, ça parle des espèces végétales, ça parle de la façon dont les terres nourrissent l'ensemble de tout ça. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui à réduire à un seul objectif. Ça n'est qu'un ensemble d'objectifs qu'il faut avoir et qu'il faut essayer de faire progresser en même temps. Alors, juste, donc ça, c'est pour les deux cadres essentiels dans lesquels on travaille au niveau international. Peut-être un point sur le climat. Donc, vous savez qu'il y a eu l'accord de Paris, que l'accord de Paris a donné lieu à des suites de réunions internationales qu'on appelle des COP, les conventions des parties, et la dernière a été à Glasgow. Je voudrais peut-être là faire un point parce que la presse a été souvent très critique de ce qui s'est passé à Glasgow. Moi, je le suis beaucoup moins. Je suis beaucoup moins parce que, au fond, c'est un petit peu comme si on attendait à chaque fois qu'on résolve absolument tout à chacune des COP, alors qu'au fond, on ne fait que progresser à chaque fois pour les raisons que je viens de vous indiquer. C'est-à-dire que quand on commence à se dire qu'on peut avancer vers une voie, alors on est prêt à monter d'un cran d'au-dessus la COP d'après, si je puis dire, ou la réunion d'après. Et à Glasgow, en réalité, il s'est passé pas mal de choses qui sont assez positives et qui montrent que par rapport à Paris, et j'étais dans cette équipe qui a négocié la COP 21, donc j'ai vu la progression des choses. À Paris, le monde commençait à être prêt à bien comprendre effectivement qu'il fallait faire quelque chose et à le dire. En revanche, on n'était pas encore complètement concret. À Glasgow, je trouve qu'en 5 ans, on a commencé à parler concrètement, c'est-à-dire qu'on commence à se dire « Ah, voilà ce qu'il faut faire en matière de transport, voilà ce qu'il faut faire en matière de bâtiments et d'efficacité énergétique, voilà ce qu'il faut faire en matière d'agriculture, encore que je pense que c'est le dernier sujet dont on parle, malheureusement, et que c'est un point sur lequel il faudrait avancer plus vite, voilà ce qu'il faut faire en matière de forêt, etc. » Et donc, quand on commence à être concret, on peut commencer à rentrer dans le détail de ce qui peut se faire au niveau global et aussi au niveau national. À Glasgow, il y a eu par exemple une coalition de pays qui ont dit qu'ils allaient couper le plus rapidement possible les émissions sur le méthane. Méthane qui est un gaz à effet de serre, qui n'est pas du CO2, mais qui est bien plus embêtant d'ailleurs, parce qu'il a un pouvoir réchauffant plus élevé. Moi, ça me paraît être typiquement le genre de choses extrêmement concrètes. À Glasgow, on a parlé charbon. Pas une fois on avait parlé charbon dans une COP internationale. C'était un mot qui fâchait. Alors certes, la presse a surtout retenu que dans la déclaration finale, l'Inde et la Chine se sont opposés à une phrase qui disait on va en gros get rid of, en terminer en gros avec le charbon. Mais simplement ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la conférence, 15 jours avant, même 8 jours avant, quand on a commencé à négocier le texte, le mot charbon n'était même pas dedans. Cette phrase n'était pas dedans. Donc, on a effectivement ensuite eu une phrase qui consistait à dire on va tous s'engager à sortir du charbon. Et évidemment, c'est assez naturel qu'un certain nombre de pays qui en sont dépendants à 30%, c'est comme si en France, on nous disait ben voilà, on va s'engager à arrêter la PAC. On va peut-être attendre un peu et réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire et dans combien de temps on va le faire. Je vous prends un exemple parce que c'est un exemple politique, si vous voulez. Et pour eux, c'est aussi très politique. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pays qui dépendent tellement du charbon qu'ils ont effectivement derrière des milliers et des centaines de milliers d'emplois qui en dépendent. Et donc, quel que soit ce qu'ils pensent eux-mêmes faire dans le futur, s'engager à un instant T est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Donc moi, ça ne me choque pas. En revanche, ce qui est bien, c'est que maintenant que les choses sont inscrites dans la déclaration de Glasgow, on peut y revenir l'année prochaine et dire « Ah, on s'est engagé à diminuer drastiquement le charbon, etc. » Qu'est-ce qu'on a fait ?
Et quand on commence à dire ce qu'on a fait, et si on arrive à faire des choses qui montrent qu'on peut diminuer, alors ceux-là même qui se disent non mais nous on ne pourra pas, vont commencer à voir que c'est faisable. Et donc le fait de sortir du charbon est quelque chose qui va devenir une réalité, j'en suis certaine, mais qui ne peut pas forcément être inscrit. Et ça, il faut se souvenir de ça quand on décrypte en réalité les choses. À Glasgow, on a quand même 180 pays qui sont venus avec une contribution nationale déterminée, c'est-à-dire un plan concret disant ce qu'ils vont faire en matière climatique. C'était une des demandes de l'accord de Paris. Les pays sont venus avec, ils ne sont pas contentés d'avoir signé l'accord de Paris. Il y a eu l'accord sur le fait que toutes les contributions qui ne sont pas en ligne avec l'accord de Paris, c'est-à-dire avec une trajectoire cohérente avec 2 degrés, reviendront l'année prochaine et en referont une autre. C'est quand même aussi pas mal. On a eu un engagement des pays de faire pour l'année prochaine des stratégies à long terme. Et c'est le genre de choses qui, moi, me paraît aussi très, très importante. Les contributions nationales, c'est les plans à 5 ans. En gros, c'est voilà ce qu'on va faire sur les 5 ans qui viennent. Et voilà comment on va essayer d'avancer. Les contributions à long terme, c'est 2050, en gros. Or, quand on sait qu'on a beaucoup de pays désormais qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone vers 2050, 2060 pour la Chine, 2070 pour l'Inde, certes, on aimerait mieux que ça soit un peu plus tôt, mais c'est déjà très, très bien. La vraie question, c'est comment. Et donc, commencer à écrire des plans de long terme, c'est la façon d'anticiper les choses. Et du coup, d'anticiper aussi la façon dont il va falloir modifier ou faire bouger des filières et donc anticiper les nouveaux emplois qui existeront dans ces filières. Et c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on boucle avec toutes ces questions d'emploi. Et c'est... je trouve du coup très intéressant et important ce colloque parce que souvent on parle effectivement de l'évolution et de l'adaptation des secteurs en termes de transition économique comme si un secteur c'était quelque chose d'abstrait et on ne descend pas assez, à mon avis, au niveau des qualifications qui seront nécessaires demain matin pour arriver à faire effectivement ce que devront faire les secteurs en 2050. Si en 2050, on a tous envie de vivre dans une société dans laquelle il n'y a plus une voiture qui émet de gaz carbonique et que nos logements sont tellement bien isolés que le peu d'électricité qu'il faudra encore utiliser sera chauffé avec de l'énergie zéro carbone, c'est quand même un monde sacrément différent. Et donc, ça veut bien dire qu'il va falloir mettre en place des choses qui n'existent pas forcément aujourd'hui. C'était intéressant parce qu'en 2021, par exemple, on ne parlait pas d'hydrogène, quasiment pas. Ceux qui en parlaient étaient voués aux gémonies sur le thème « c'est pas une énergie possible, ça n'existe pas, c'est trop cher, c'est trop ceci, trop cela ». Et puis on s'est rendu compte, quand on a commencé à regarder ce qu'il fallait faire dans les secteurs, en particulier dans l'industrie et dans le transport, que pour les transports lourds, par exemple, on n'avait pas de solution. C'est-à-dire que les gros camions électriques, ce n'est pas quelque chose qui semblait fonctionner. Et donc, on s'est dit, c'est seulement l'hydrogène qui pourra le faire. Et donc, en se disant comment on attaque les derniers segments sur lesquels on sait qu'aujourd'hui, les technologies existantes ne sont pas possibles, eh bien, on se met à dire, donc, il va falloir faire de l'hydrogène, donc il faut investir dans l'hydrogène. Et on a soudain un florilège de milliards qui sont mis sur la table pour créer des filières hydrogène, alors soit pour le transport, soit plutôt pour l'industrie, pour remplacer le charbon. Mais c'est des discussions qui n'arrivent que quand on commence à rentrer effectivement dans les détails, quoi. Et donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les négociations internationales, c'était cette espèce d'aller-retour entre le détail et en même temps avoir des règles qui conviennent quand même à tout le monde. Et même chose, donc pour la biodiversité, donc je vous ai parlé rapidement du climat, je ne veux pas rentrer dans les détails, s'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre. Et sur la biodiversité, on a un cadre, donc comme je disais, c'est plus compliqué. On a eu un cadre qui s'appelait les objectifs d'Aichi, qui était un cadre pour 10 ans, qui a été décidé, accepté en 2010. Et on est 10 ans plus tard et on s'aperçoit que ce cadre n'a pas été mis en œuvre, que la plupart des objectifs d'Aichi ne sont pas atteints, enfin tous, aucun n'est atteint. Il y en a un ou deux qui sont pas loin d'être atteints. Et pourquoi ça n'a pas été atteint?
De mon point de vue, en tout cas, c'est précisément parce que les objectifs n'étaient pas extrêmement précis, n'étaient pas suivis, qu'on n'avait pas expliqué comment on allait les mettre en œuvre. Et donc, on avait des espèces de aspirational goals, comme on dit, des objectifs un peu aspirationnels. J'exagère parce que ça n'était pas tout à fait aspirationnel. Mais en tout cas, si on ne prévoit pas tout de suite la mise en œuvre et la façon dont ça va marcher, même si ça met du temps à se mettre en œuvre, eh bien, ça ne va pas marcher. Voilà. Et Aichi, ça a été un peu ça, malheureusement. Et donc là, on est en train d'essayer de négocier un nouveau cadre dont la négociation devait avoir lieu en première partie à Genève début janvier, que ça a été repoussé pour les questions de pandémie. Donc, on est en train de glisser, malheureusement, en termes d'agenda, et dont la fin devrait se concrétiser donc, en Chine, à Kunming, soit au mois de juin, soit peut-être en septembre ou octobre. Voilà. Et donc, dans cet espace de négociation, les grands enjeux, je peux peut-être vous en dire en quelques mots, mais des grands enjeux qui seront de protéger suffisamment d'espace, de terre, pas avec une protection du type parcs nationaux ou réserve intégrale, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire d'une façon très large. Donc, un des objectifs que nous portons, en tout cas en tant que France, et qui est aujourd'hui dans le cadre, c'est d'essayer de protéger 30% de la terre et des océans, avec des formes de protection qui seront différentes. Et ça peut inclure des formes d'agriculture, puisqu'il y a de la régénération au passage, mais en tout cas, c'est des formes de protection, et de restaurer 20% de terres qui sont dégradées dans le monde en 10 ans. Voilà un peu les deux gros sujets, et puis évidemment des tas de choses en matière d'intégration de la biodiversité. Et en matière d'intégration de la biodiversité, des choses qui n'existaient peut-être pas à ce point-là dans les objectifs d'Aichi et qui sont en train de se mettre en place, c'est précisément l'intégration et la prise en compte de la biodiversité par le monde économique, donc les entreprises, le secteur financier, mais aussi l'ensemble des pouvoirs publics, à travers les budgets verts, à travers la comptabilité publique, etc., pour qu'on soit capable de dire dans quelle mesure tel ou tel investissement va avoir un impact sur la biodiversité, avec l'objectif, évidemment, non seulement réduire cet impact, mais d'essayer d'avoir un impact positif. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est moins avancé que le climat, je crois qu'il faut se le dire en termes de méthodologie, parce qu'il est plus compliqué, parce qu'il est moins tangible, et pourtant, c'est celui dont nous dépendons tous, quoi. Et globalement, le point peut-être, je finirai là-dessus, pardon, hein, je suis un peu longue, le point essentiel qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a peut-être un constat plus fort qu'avant de l'interrelation entre le climat et la biodiversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, premièrement, on sait qu'on n'arrivera pas à zéro émission sans parler de zéro émission nette. Et quand on parle de net, ça veut dire qu'on a des puits de carbone, on a des choses qui vont absorber les émissions restantes. Et ça, c'est nécessairement des lieux de nature, donc c'est l'agriculture et la forêt, et donc c'est de la biodiversité. Et donc on a un lien entre les deux, et ça va être, à mon avis, un des points essentiels en matière de recherche et en matière même de développement économique et financier, de savoir comment ces zones qui vont devenir si précieuses, à la fois pour la biodiversité et pour le climat, vont être valorisées. Et ça, c'est des points je dirais, sur lesquels la communauté internationale va travailler dans les années à venir. Voilà, je vous laisse avec ces quelques remarques, mais merci beaucoup. Merci infiniment, Madame l'ambassadrice. Je reviens avant de passer la parole à la salle pour les questions. Moi, j'en ai une qui fait un lien pas très subtil entre la biodiversité et votre point initial sur l'éléphant dans la pièce. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que un sujet dont tout le monde voit l'importance critique, les conséquences sociales de la transition écologique, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et est-ce que ça va être inversement? Est-ce que c'est juste une question de temps? Comme l'hydrogène dont on ne parlait pas il y a 5 ans, ou les sujets concrets dont on ne parlait pas, mais juste il faut du temps? Ou est-ce que ça risque d'être bloqué dans la durée? Alors, j'étais caricaturale en disant on n'en parle pas. Ce que j'ai voulu dire, quand j'ai dit que c'était l'éléphant dans la pièce, l'éléphant un peu transparent, c'est qu'il était là, mais que ça ne fait pas partie du cadre de négociation.
Parce que si on se met à négocier, au fond, des évolutions, enfin, comment dire, ça fait partie de façon indirecte du cadre de négociation. C'est bien ce à quoi les pays pensent lorsque, en particulier, les pays en développement disent on veut être accompagnés pour cette transition. Vous êtes bien gentils de vouloir nous laisser nous mettre sur une voie de carbone, chers amis, et d'ailleurs, on est tout à fait d'accord, mais accompagnez-nous financièrement, parce que ça va vouloir dire pour nous des choix en matière justement de secteur, d'énergie, etc., qu'on n'a pas forcément les moyens de faire ou des financements de la transition. Donc, tout ce qu'on appelle la transition, enfin l'accompagnement, pardon, de cette transition, c'est bien effectivement la santé économique, les emplois qui sont liés. Ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est infiniment national tout de même, c'est-à-dire que chaque pays va avoir des intérêts tout à fait différents. Les pays pétroliers ont des emplois qui sont essentiellement pétroliers. Donc la vraie question, ça va être la reconversion de ces emplois dans quelque chose, soit des énergies qui seront plus neutres en carbone, soit dans tout à fait autre chose. On a des pays qui sont absolument pas pétroliers, donc leur sujet, il n'est pas ce genre d'emploi. Donc la reconversion, et puis il y a des pays qui sont déjà extrêmement prêts d'une certaine façon, qui n'ont pas forcément un impact sur le changement climatique. Donc, enfin, je pense que ça fait aussi partie presque des libertés nationales que de savoir comment traiter ça. Et c'est déjà assez complexe, je pense, d'avoir un cadre sur des trajectoires carbone sans rentrer nécessairement dans les sujets d'emploi. Cela dit, il y a quand même un certain nombre d'organismes internationaux qui regardent ce qui se passe en matière d'emploi, en particulier l'OIT, dont c'est le mandat, l'Organisation internationale du travail, et qui a fait un certain nombre d'études pour montrer en quoi la transition écologique pouvait avoir des influences positives sur l'emploi. Ça, on a maintenant pas mal de documentation. Mais c'est pareil, c'est fait au niveau très global. Et le vrai sujet, me semble-t-il, c'est pour chaque gouvernement d'avoir une bonne appréhension des emplois qui existent et de la façon dont, 30 ans plus tard, ceux qui seront là et ceux qui ne seront plus là, et du coup, anticiper vraiment le plus possible ce qui va se passer. Le secteur automobile, pour moi, est typique de ça. Typique. Lorsque on signe l'accord de Paris, ben, on sait qu'on va arriver à décarboner le plus rapidement possible l'industrie automobile. Donc, le vrai sujet, il est comment on se prépare à une telle décarbonation. Et ça, c'est une question, je dirais, tout à fait légitime, nationale, etc. Oui, parce qu'on commence à savoir ce qu'il faut faire, mais c'est bloqué par une question d'acceptabilité qui sont beaucoup liées aux questions d'emploi et aux questions d'inclusion professionnelle. Donc, il y a quand même un paradoxe qui demeure. Je ne vais pas monopoliser. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on close, puisqu'on a déjà quelques minutes de retard? Oui. Oui, donc je vais aller directement à la solution. Je critique les solutionnistes, mais je vais vous proposer une solution. Ce serait un GIEC, mais non pas sur le champ de l'emploi, de l'environnement, mais justement sur le champ de l'emploi et du chômage. Ça vous ferait un éléphant un peu plus visible. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, moi, il y a donc toujours à l'ADEME, c'était il y a une dizaine d'années, j'ai fait faire un travail avec l'IDRI sur emploi et changement climatique pour voir un peu si on arrivait à objectiver l'impact sur l'emploi de la lutte contre le changement climatique. Et puis, on avait fait faire une comparaison avec les modèles de négociation commerciale internationale. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les deux cas, du point de vue méthodologique, c'était d'une faiblesse indigente. C'est-à-dire qu'en réalité, le lien avec les compétences, par exemple, et la macroéconomie, il avait été fait un petit peu en Malaisie, mais bon, mais sinon, ce n'est pas le problème, en fait. Ce sont des visions sectorielles. C'est de l'emploi de l'automobile de mon pays qui m'intéresse. Ce n'est pas l'emploi de mon pays. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une différence. Pour moi, les visions d'intérêt général, ce n'est pas l'emploi, c'est le chômage. Donc, or, on n'est pas outillé, ni en France ni ailleurs, sur la question de l'identification des causes du chômage. Vous ne trouverez même pas 1 euro d'argent public au cours des 40 dernières années en France, exclusivement dédié à la compréhension des causes du chômage. Donc, ça, c'est vraiment le… Or, si vous aviez ces outils-là
en face, vous pourriez avoir un éléphant avec qui dialoguer, et là, vous pourriez faire un cheminement beaucoup plus précis. Puisque, en fait, le problème, c'est qu'on n'est que sur du toute chose égale par ailleurs. C'est toute chose égale par ailleurs. Si je fais ceci, alors voilà l'impact sur l'emploi. Mais pour les acteurs de l'emploi, leur problème, ce n'est pas de savoir le différentiel. C'est en absolu qu'ils sont intéressés de savoir quel va être leur avenir. Et donc, c'est pas du. Enfin, voilà. Et donc, c'est une piste que je suggère ardemment. Et on Ça peut vous très bien semble le faire. réaliste, envisageable d'élargir le mandat du GIEC Ah non, pas l'élargir, Non, surtout pas. Non, non. non. Non, il à faut pas que ça soit- côté, Oui, en dialogue avec l'OIT. d'accord, mais J'ai déjà fait cette proposition à l'OIT. Il faut que l'OIT porte en propre cette proposition avec les acteurs du dialogue social mondial, mais indépendamment, justement. Parce que justement, l'erreur, c'est de vouloir absorber un sujet par un autre, c'est-à-dire soit ranger l'emploi sous l'environnement, soit ranger l'environnement sous l'emploi. Il faut que ça soit vraiment des choses complètement autonomes pour qu'on puisse voir tous les degrés de liberté qu'il y a entre les deux. Moi, je trouve que c'est une idée intéressante. Et donc, j'ai du mal à répondre comme ça on the spot, mais ça fait partie des petites choses que je vais garder en tête et auxquelles je vais réfléchir. C'est effectivement pas sous le GIEC, parce que le GIEC, ce sont des scientifiques, des glaciologues, enfin des gens qui ne sont pas du tout sur ces sujets-là. Il faut mettre des économistes, il faut mettre des gens qui connaissent le monde de l'emploi. Donc ça peut, enfin, je sais pas, je me réserve la réponse. De toute façon, ça dépendra pas de moi, mais je trouve que c'est une idée très intéressante. Une dernière question peut-être, oui. Et après, on va clore. Bonjour. Vous nous parlez donc de macro, de deals internationaux. Et alors, deux questions me viennent. La première, c'est comment garder le même modèle et faire des choses différentes. Alors là, j'ai quand même un sérieux doute. Vous nous parlez du carbone aujourd'hui, mais le carbone, c'est qu'une de nos problématiques. On est loin d'avoir à régler toutes les autres problématiques. Donc, on transfère sur de l'électrique, mais ça générera bien d'autres problèmes voilà, dans ma vision. Et la deuxième, c'est j'ai l'impression que via les COP ou on a une discussion justement très internationale. Mais qu'est-ce qui nous prive d'avoir un leadership national sur ces voies-là, sur le changement climatique, etc. Alors que au quotidien, on a des lois nationales qui sont sabrées, le Roundup, les NEO, la taxe carbone, etc., etc. Je me pose quand même un peu la question d'aller faire la morale à des pays à qui on a demandé de produire pour nous. Et puis derrière, nous, pas être capable d'avoir un leadership là-dessus, ça me semble un peu juste. C'est une question provocatrice, donc je vais essayer de ne pas être trop provoquée. D'abord, je pense qu'il y a un vrai leadership national. Je suis désolée de le dire, mais je le crois vraiment. Je suis désolée, la France a décidé de sortir du charbon, et bien avant de pas mal de pays. Et vous pouvez passer en Allemagne et essayer de leur demander si c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est le cas. On a décidé d'arrêter l'exploration pétrolière il y a à peu près 5 ans et de ne plus donner aucune autorisation de forage. Il y avait des demandes de forage au large de la Guyane. Donc, je suis navrée, mais il y a un vrai leadership. La France a mis je ne sais plus combien de milliards, le chiffre m'échappe, mais d'euros sur la rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, on a eu 500 000 personnes qui ont demandé une aide qui s'appelle MaPrimeRénov' cette année pour faire des bâtiments qui seraient le plus rénové possible et le moins énergétivore possible. La France a décidé de sortir des automobiles du moteur à combustion en 2040. On l'a dit il y a 5 ans, au début du quinquennat de M. Macron. Donc, je crois, et aujourd'hui, les pays sont en train de surenchérir et on s'aperçoit que le fait que la France a été la première à le dire en Europe a conduit d'autres à faire des tas de choses. Et maintenant, on est en train de parler plutôt de 2035 et on s'écharpe d'ailleurs au niveau européen pour y arriver. Donc, je suis vraiment en désaccord profond. Je ne dis pas que tout a été résolu, loin de là. Mais si tout devait être, encore une fois, si on devait du jour au lendemain
tout faire évoluer, alors oui, on aurait un état de chaos et beaucoup de chômage. Donc, je crois que ça fait partie de la responsabilité des gouvernements de voir comment les faire de façon progressive. Mais honnêtement, je pense qu'on a eu un quinquennat qui a été sacrément ambitieux en la matière. On a refusé les permis pour la mine d'or en Guyane. Il y a eu plein de choses qui ont été, je suis désolée, mais assez fortes. Et la France a pris l'engagement d'être neutre en carbone en 2050. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pris en l'air. Derrière, on fait travailler les gens et derrière, on regarde ce que ça veut dire. Après, je sais que vous êtes dans l'agriculture, c'est le sujet le plus difficile. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est le sujet le plus difficile. Aujourd'hui, il y a 2 secteurs dont les émissions ont augmenté. Le transport, malheureusement, et ça, pour moi, c'est un vrai drame, je dirais. Et donc, j'espère vraiment que des investissements supplémentaires en matière de transport public, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, et l'évolution vers l'automobile électrique, parce qu'à court terme, c'est quand même, on ne peut pas priver les gens de l'ensemble du secteur automobile. Vous dites, on remplace quelque chose par autre chose. Bah, si on est tous prêts à avoir 0 automobile, y compris dans les campagnes, je pense qu'aucun gouvernement ne résisterait au fait de le mettre en œuvre. Mais en revanche, je pense que si c'était le cas, regardez l'ensemble de la protestation qui a eu lieu lorsqu'on a voulu taxer un peu plus le carburant, qui est une bonne chose. C'est une bonne chose, la taxe carbone. Et sans taxe carbone, d'ailleurs, on n'arrive pas à faire une transition écologique. Simplement, ça n'est pas... Enfin, moi, j'ose l'assumer vraiment très fort. C'est très dommage de se passer de la taxe carbone, de se passer de l'augmentation de la taxe carbone. C'est la seule façon de faire une transition. Une transition, c'est de faire monter les prix des choses qui sont mauvaises pour l'environnement. Simplement, oui, ça touche le consommateur et ça touche le producteur et donc l'emploi. Et donc, un gouvernement, avant de faire ça, va faire attention, surtout s'il sait que ce sont des mesures impopulaires. Alors, voilà, je n'ai pas donné une réponse. On ne va pas faire la leçon aux pays en développement. Les pays en développement seront les premiers affectés si les pays développés ne diminuent pas leurs émissions. Pas du tout question de faire une leçon. Il est question de prendre pour nous-mêmes des résolutions. L'Europe a pris pour elle-même, et c'est le seul continent qui aujourd'hui a baissé ses émissions de façon assez conséquente depuis 1990. Alors que les États-Unis les ont baissées, mais comme vous le savez, il y a eu un petit intermède qui s'appelle Trump, qui fait qu'elles ont remonté. Donc c'est bien, je veux dire, la France et l'Europe ont pris un leadership, et vous ne pouvez pas imaginer le leadership que les autres pays nous envient. Vraiment, je vous assure. Et les gens viennent nous voir en disant bravo, et on espère que vous allez continuer à avoir un leadership. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y en ait d'autres qui prennent le leadership. Parce que c'est très important, effectivement, qu'il y ait des pays qui soient les premiers à se lancer. Donc, pardon, je réponds avec mes tripes, mais je crois qu'il faut quand même être bien objectif sur le fait qu'il y a une vraie volonté, j'en suis certaine, d'aller le plus vite possible en tenant compte de ce qui est faisable et de ce qui n'est pas faisable. Glyphosate, on peut tous regretter le fait qu'on ne soit pas sorti du glyphosate. Je comprends aussi que tant qu'on n'a pas trouvé complètement et qu'on n'a pas réussi à convaincre le monde agricole qu'on peut effectivement trouver des substituts, peut-être qu'on s'est engagé un petit peu rapidement. Et donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est de s'y mettre, vraiment. Mais, encore une fois, pas non plus se précipiter. Si on avait dit... Pardon, je finis. Si on avait dit en 2015, le lendemain de l'accord de Paris, bon voilà, puisqu'on veut aller à 2 degrés, demain, plus une seule voiture ne roule si elle n'est pas électrique. On savait que c'était bien ça qu'il fallait faire, évidemment. Et on savait qu'il y avait quelques voitures électriques qui roulaient, bon, pas beaucoup à l'époque, mais vous n'avez pas le temps d'avoir un outil industriel qui va évoluer, des mentalités qui vont se dire « ah bah oui, effectivement », et des bornes électriques installées partout, etc. Donc la transition, en fait, c'est ça, quoi. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces grandes réunions internationales, elles peuvent paraître très, très lointaines, parfois considérées comme du blabla. En réalité, c'est leur faire un mauvais procès parce qu'elles fixent un cap à long terme. Et quand on fixe un cap à long terme, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et derrière, on met les échelons qui permettent d'y arriver. Voilà, et les jalons qui permettent d'y arriver. Pardon. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, non? On a en 2 secondes. Et si c'est plus, tant pis, ça sera une autre fois. Merci.
Bonjour madame, je disais, on parlait des objectifs et de réalisation d'objectifs. Le tribunal administratif a, à la suite de l'affaire du siècle, renvoyé l'État à une rendue de compte en décembre 2022, c'est-à-dire une rendue de compte de est-ce que l'État va, enfin en tout cas, est-ce que notre trajectoire objective va être réellement atteinte. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, le futur ou la future présidente qui sera, je dirais, en mandat depuis 6 mois, pourra justifier d'une trajectoire à la hauteur des enjeux qui ont été fixés par la France auprès du tribunal? Je n'ai absolument pas la réponse là-dessus. Je dois avouer que je ne me suis pas penchée sur exactement ce que demande le tribunal et je ne sais pas qui sera le prochain président ou prochaine présidente. Ce qui est sûr, c'est que, enfin, voilà. Non, franchement, là, vous me posez une colle. Merci infiniment. Et je vous rappelle que, voilà, on va s'arrêter là. C'est parfait. Juste quand même pour remercier nos hôtes, le CNAM, ainsi qu'Emmaüs avec lesquels nous avons monté ce colloque. Et je vous rappelle que c'était le premier colloque des États généraux de la transition inclusive, qui en a toute une série jusqu'à mi-février, avec une cérémonie de clôture dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, dont le président nous a accordé son haut patronage pour ces États généraux, et on fera le bilan de toutes les propositions qui auraient pu être discutées au cours des États généraux. Merci à tous.